Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce rendez-vous de l'Agence nationale de la recherche et plus particulièrement au webinaire sur un des départements scientifiques qui est celui s'occupant d'environnement, écosystèmes et ressources biologiques. Et vous verrez que l'on va de l'univers jusqu'aux sciences humaines et sociales. Donc voilà, ça c'est un tout petit rappel juste pour vous dire que donc ce webinaire est enregistré et sera ensuite rediffusé via notre site web pour que vous puissiez le revoir si besoin. Et vous avez ici le lien sur les documents clés en fait pour l'appel à projet générique 2025. Et en particulier, j'attire votre attention si vous ne les avez pas déjà regardés sur les petites vidéos qui ont été faites pour chacun des axes thématiques de l'appel à projet générique 2025 qui expliquent un peu plus en détail le périmètre de ces axes. Donc, bien entendu, on ne va pas les repasser ici puisque l'idée, c'est plutôt d'avoir une discussion. Mais on peut répondre à toute discussion concernant l'ensemble des axes de notre périmètre. Alors la première chose, on va se présenter un petit peu et on va faire des présentations de personnes un peu au fil de l'eau de cette première courte présentation générale. Donc je suis Anne-Hélène Prieur-Richard, je suis la responsable du département environnement, écosystèmes et ressources biologiques à l'Agence nationale de la recherche. Je suis accompagnée par mon collègue Constantin Grégoriev, qui est adjoint en charge du suivi de l'ensemble des opérations nationales, y compris l'appel à projet générique. Donc, bien entendu, voilà, vous pouvez nous poser toutes questions. Et autour de la table, nous avons également deux chargés de projet scientifiques, Jana Mia, qui notamment nous aidera pour la réponse aux questions qu'on pourra avoir sur tous les aspects de la sélection. Et puis Mélanie Pateau qui nous fera après une petite présentation spécifique sur un des instruments qui est le projet de recherche collaborative entreprise qui est pour lequel on a des dépôts de projets mais qu'on estime qu'on pourrait avoir plus de dépôts dans cet instrument et donc on voulait vous faire un petit focus. Et enfin, je vous présenterai au fur et à mesure l'ensemble des chargés de projets scientifiques pour que vous puissiez mettre une image sur un visage. Et enfin, je souhaite très chaleureusement accueillir deux invités qui vont nous permettre de faire des retours d'expérience, vous faire des retours d'expérience sur justement l'appel à projet générique et plus particulièrement sur les aspects de sélection par le comité de sélection. Nous avons donc la chance d'avoir Marie Mirouz, qui est de l'Institut de recherche pour le développement et qui a été présidente référente d'un des comités dans notre domaine. Et Sylvain Durecou, qui lui a été membre de comité également dans notre domaine, qui vient de Séché Environnement et qui donc pourra intervenir et nous faire un retour et vous faire un retour sur les aspects justement des projets de recherche collaboratif environnement. Donc, pour commencer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste un petit rappel. L'appel à projet générique est composé de 5 instruments de financement. Les projets de recherche collaborative, PRC, celui dont je viens de vous parler, projet de recherche collaborative avec entreprise, entreprise étant un terme compris au sens large, pas uniquement les entreprises privées. Les PRCI, qui sont des projets de recherche collaborative internationaux et par ce terme-là, on entend des relations bilatérales, donc avec notamment l'Allemagne, la Suisse, Chine, Taipei ou Singapour. Et puis deux instruments mono-équipe, JCJC qui est Jeunes Chercheuses, Jeunes Chercheurs, et PRME pour Programme de recherche mono-équipe et qui s'adresse cette fois-ci plutôt à des projets plus seniors. Au sein de l'appel à projet générique, on a 57 axes scientifiques et donc autant de comités d'évaluation. Et notre département en gère 9, mais nous sommes impliqués et vos domaines de recherche sont impliqués dans un plus grand nombre et on en reparlera. Et comme vous le savez certainement, c'est une sélection en 2 temps avec un dépôt d'une pré-proposition de 4 pages en première étape pour la fin octobre, ou la mi-octobre plutôt, et ensuite un projet complet au printemps.
On veut également attirer votre attention sur le fait que, en plus de l'appel à projet généré, le plan d'action de l'agence contient d'autres instruments de financement de la recherche, certains tournés vers l'Europe et l'international. Donc, on a déjà parlé des bilatéraux qui sont en règle générale dans l'appel à projet générique, mais également des appels multilatéraux, soit au niveau des partenariats Horizon Europe, le Belmont Forum ou d'autres. Et ensuite, une série d'instruments pour aider les équipes de recherche françaises à monter vers l'international, MRSEI pour des montages de réseaux, et puis les 3 autres instruments, cette fois-ci plutôt allant pour aider vers le dépôt à l'ERC. Ensuite, en plus des PRCE, nous avons d'autres instruments de partenariat public-privé. Et il y a, on le rappellera tout à l'heure, mais un webinaire qui est spécifique là-dessus si vous êtes intéressé. Donc, vous avez ici les noms des programmes et si on peut toujours répondre à certaines de vos questions ou vous orienter vers les personnes compétentes. Et enfin, de temps en temps, donc ce n'est pas systématique, mais on peut lancer des appels qu'on appelle challenge ou flash en réponse à des demandes spécifiques. Et ceux-ci sont annoncés au fil de l'eau sur le site de l'agence. Donc, comme je le mentionnais, il y a 5 départements scientifiques au sein de l'agence et nous sommes en charge de 9 axes pour la gestion, cette fois-ci, de la sélection, plus les appels spécifiques dont je viens de parler. Et donc, voici les périmètres, cette fois-ci, scientifiques et thématiques. Donc, tout d'abord, vous avez l'axe A1, terre solide et enveloppe fluide, et c'est Daniela Linares, donc qui va montrer, qui est en charge de cet axe au niveau de la gestion de l'aide au processus de sélection. Ensuite, on a l'axe A2 qui est terre vivante, donc très largement sur des questions de biodiversité au sens large. Et cet axe est organisé avec l'aide de Dimitri No, qui est également avec nous aujourd'hui. Ensuite, l'axe... Il va dire bonjour. Je ne sais pas si ça marche. Bonjour à tous. L'axe A3, biologie des animaux, des organismes photosynthétiques et des micro-organismes. Et donc, c'est Jana Mia à ma droite qui est en charge de cet axe. Ensuite, nous avons l'axe A4 sur alimentation et système alimentaire. Et nous avons en ligne Florence Elft qui s'occupe de cet axe. Bonjour. Et ensuite, alors ça, c'était ce que vous retrouvez dans le plan d'action sous la dénomination sciences de l'environnement. Ensuite, on est en charge également d'un comité dans le domaine scientifique des sciences de l'univers et des sciences de la Terre. Et c'est l'axe planétologie, structure et histoire de la Terre. Et donc, c'est Malcolm Massuyo qui s'en occupe. Bonjour tout le monde. Merci. Donc ça, ce sont, je dirais, des domaines plus cœur thématiques ou disciplinaires, et même si vous pouvez y retrouver des aspects interdisciplinaires. Et nous avons également ce que vous retrouvez dans l'appel à projet générique, qui sont les axes des domaines transverses, qui sont des axes qui sont transverses à plusieurs des départements scientifiques. Et donc, vous avez 6 grands domaines, transition écologique et environnementale, transformation numérique, transition énergétique, une seule santé et transformation des systèmes socio-techniques. Donc, les 4 que vous voyez apparaître ici sont ceux qui sont gérés par le département. Donc, méthodologie, instrumentation, capteurs et solutions pour la transition énergétique. Et c'est Mélanie Pateau, à ma gauche, qui s'en occupe. Bonjour. L'axe dynamique des socio-écosystèmes et leurs composants. Et c'est Nouria Ruiz qui s'en occupe. Je pense qu'elle est en ligne. Nouria. Oui, pardon. Elle peut pas dire. Bonjour à tous. Merci. Ensuite, l'axe sciences de la durabilité, et c'est Anaïs Marast qui est avec nous dans la salle aujourd'hui. Bonjour.
Et alors, pour ceux qui connaissent peut-être déjà cet axe, Anaïs est nouvelle dans l'équipe, donc voilà, juste pour savoir qu'il y a eu un changement tout à fait récemment. Et enfin, on a également une seule santé, l'axe H2, contaminants, écosystème et santé, par Manon Ternois, mais qui, je crois, n'est pas avec nous parce qu'elle est malheureusement malade aujourd'hui. Et en plus de ces axes qui sont gérés par nous, la communauté environnementale au sens large, vous pouvez être intéressé par des axes qui nous concernent également. Donc l'axe H7, bioéconomie de la biomasse aux usages. Le comité, l'axe H16, interface mathématiques, sciences du numérique et sciences du système Terre et de l'environnement. L'axe H9, une énergie durable, propre, sûre et efficace. Et puis, sous le domaine d'une seule santé, l'axe H3 sur maladies infectieuses et environnement. Et ensuite, dans transformation des systèmes socio-techniques, l'axe H18 sur transport, mobilité, construction dans les territoires urbains et périurbains. Donc, un premier conseil, parce que c'était un peu ça que dans les messages qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment très important que vous regardiez les périmètres et bien lire les descriptions de ces périmètres de différents axes pour que vous puissiez vous situer dans celui qui correspond le mieux au projet que vous voulez développer. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Donc, il y a tous les webinaires là, au mois de septembre que l'on fait dans le cadre des rendez-vous de l'ANR qui présentent différentes facettes de l'appel à projet générique. Et je pense que la date que vous avez certainement tous en tête et que la date de limite de dépôt des pré-propositions est donc le 15 octobre à 17h, heure métropolitaine. Et donc, c'est un aspect qu'il faut garder en mémoire. Alors, un petit point qu'on voulait vous mentionner parce que vous êtes peut-être déjà habitués et vous savez peut-être qu'il y a des priorités spécifiques au sein du plan d'action de l'agence et notamment pour cette année 2025. Mais on voulait, dont certaines, vous pouvez y répondre dans vos projets, mais il y en a une qui est particulièrement importante pour notre domaine et qui n'a que 2 ans d'existence, donc c'est pour ça qu'on la souligne, qui est l'exploitation scientifique des données générées par les très grandes infrastructures de recherche. Il y a une annexe au texte de l'appel à projet générique spécifique, l'annexe numéro 4, et notamment de bien regarder dans le dépôt de vos projets, il y a 2 aspects, l'utilisation d'infrastructures de recherche en général, et puis la possibilité de déposer un projet et de bénéficier de cette priorité sur certaines des infrastructures de recherche. Et là, regardez bien, c'est une priorité du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, il y a une définition très stricte des infrastructures qui peuvent en bénéficier. Alors voilà ce qu'on voulait, les messages principaux, en plus de répondre à vos questions, et c'était quelques messages que l'on répète en général d'une année sur l'autre, mais qui sont vraiment importants quand on dépose, notamment pour les primo-déposants à l'appel. C'est de bien lire le texte de l'appel, de regarder la liste des projets sélectionnés l'année dernière. Donc ça, c'est dès que les résultats sont publiés en juillet de l'année de l'édition, vous avez à la fois la liste des projets sélectionnés et la liste des membres de comité. Donc, des fois, quand vous hésitez entre plusieurs axes, ça peut vous donner des indications sur dans quel axe déposer. Bien entendu, n'hésitez pas à visionner les webinaires. J'en ai déjà parlé au début, notamment ceux des axes. Et puis, si vous voulez être sûr de ne pas manquer notamment les appels spécifiques ou les appels internationaux, abonnez-vous à la newsletter de l'ANR puisque tout appel à projet de recherche, soit les pré-annonces, soit la publication des appels sont publiés à la fois sur notre site et sur la newsletter. Et peut-être le conseil le plus important, c'est surtout ne soyez pas timide et contactez les chargés de projets scientifiques de chacun des axes. Donc, ils se sont présentés, mais ils sont là pour vraiment vous aider à préparer vos propositions
autant que faire se peut, puisqu'on a quand même toujours voilà, des restrictions liées au conflit d'intérêts. Et maintenant, je voulais quand même si c'est spécifiquement sur l'appel à projet générique, je pense qu'il est important pour les communautés de savoir ce que l'on a en préparation. L'appel à projet générique, c'est chaque année, vous savez qu'il revient, même s'il y a quelques modifications d'une année sur l'autre, c'est quelque chose de très stable, permettant de financer l'ensemble des thématiques scientifiques qui existent. Mais on a aussi quelques appels spécifiques. Donc, ce qui est sur cette diapositive-là, ce n'est pas encore décidé, c'est à l'étude. Mais pour vous préparer, nous devrions développer un appel sur la problématique des sargasses, essentiellement en mer des Caraïbes, avec dans les thématiques de la recherche sur la valorisation et le développement des filières, et puis sur les aspects de santé humaine. Donc ce serait le 3e appel sur cette thématique-là, en réponse au plan national. Et puis également un appel dans le cadre du plan Ecophyto qui s'appelle Ecophytomaturation, dont l'objectif est de lutter contre l'utilisation des pesticides, de trouver des solutions alternatives. Et si on parle de maturation, ça signifie que ce sont des projets déposés qui sont d'un niveau de technologie d'environ 3-4 et pour passer à un niveau supérieur à 5, donc de passer à des niveaux de pilote. Et puis ensuite, je veux aussi également vous mentionner les appels multilatéraux dont nous avons la gestion et nous avons parmi nous une de nos collègues, Inès Alterio, qui est adjointe pour ces actions internationales. Et donc, je pensais que c'était important qu'elle puisse également se présenter, que vous ayez son nom. Bonjour. Et très rapidement, vous avez sur cette première diapositive des appels qui sont faits dans le cadre des partenariats Horizon Europe. Le premier sur la thématique biodiversité. Et je tiens à vous mentionner le lancement, il y a 2 jours, d'un appel, celui sur biodiversité et changement transformateur, avec une date de clôture au mois de novembre. Dans les appels à venir sur biodiversité, il y en aura un autour de la restauration l'année prochaine et un autre au niveau du partenariat sur l'économie bleue et les océans pour l'année prochaine. Nous sommes en train de préparer également le lancement du premier appel du partenariat sur alimentation et système alimentaire Future Foods. Et nous aurons pour normalement 2026, budget 2026, dont le lancement en 2025, un second appel du partenariat sur Animal Health and Welfare, qui est un acronyme un peu compliqué à prononcer. Et enfin, aujourd'hui même va être lancé le 4e appel du partenariat sur les eaux douces Water for All, sur la thématique de l'eau et l'économie circulaire. Et il devrait y avoir un lancement d'un 5e appel l'année prochaine sur eau et santé. Toujours dans les partenariats européens, agroécologie, dont on devrait avoir le second appel, le premier appel étant en cours de sélection l'année prochaine. Enfin, chaque année, pour ceux qui s'intéressent à ce qui est Méditerranée, eau et agriculture, on a le programme PRIMA et le prochain appel sera lancé en janvier 2025. Et enfin, on a 2 autres instruments. Le premier qui est un instrument international, donc Europe et hors Europe, qui s'appelle le Belmont Forum sur les sciences du changement global et de la durabilité. Nous avons un appel ouvert actuellement sur les forêts tropicales, clôture en novembre, au cas où cela vous intéresserait. Et puis, nous sommes en train de réfléchir à 2 appels pour les 2 années à venir sur les risques et un autre sur les océans pour l'année internationale des océans. Et enfin, dans le cadre du Joint Programme Initiative sur le climat, donc à nouveau européen, nous sommes en réflexion pour l'ouverture d'un appel en collaboration avec l'Afrique de l'Ouest notamment,
et un second appel sur les sciences humaines et sociales et le climat. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous également et à suivre ce qui se passe sur, d'une part, le site de l'agence, d'autre part, la newsletter, et enfin, sur le portail national commun des appels à projets de recherche qui regroupe les appels de plusieurs agences de financement en France pour qu'il y ait un seul portail et vous faciliter un peu les recherches. Donc, juste pour vous donner quelques idées de ce qui s'est passé en 2023 pour les axes dont je vous ai parlé, on a financé 193 projets et vous voyez pour un total d'environ 100 millions d'euros, et ce qui a permis de financer plus de 500 partenaires de recherche académique et non académique. Et vous avez ici le détail des différentes, du nombre de projets par instrument. Ici, vous avez une idée du nombre de dépôts par édition et vous voyez effectivement qu'il y a eu un petit décrochage en 2022 qui fait suite à la mise en place de la loi de programmation de la recherche et à l'augmentation des budgets alloués à la recherche en France et qui ont permis d'augmenter le taux de sélection au niveau de l'agence. Et ici, vous avez le nombre de projets, vous voyez les tendances du nombre de projets financés par les différents instruments, de gauche à droite, de jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, projets de recherche collaboratif, projets de recherche collaboratif avec l'entreprise et projets de recherche mono-équipe. Et on voit bien que, effectivement, dans notre domaine, on a un petit peu moins d'entreprises. Le PRME est un instrument qui a ouvert il y a 2 ans. Ça explique aussi qu'il y a pour l'instant un plus faible nombre de projets déposés et sélectionnés. Ça vous donne une idée de l'augmentation du coût moyen, j'insiste, du coût moyen des projets financés en fonction bien sûr de l'instrument, et c'est normal qu'il y ait une variance en fonction des instruments. Projet de recherche collaboratif, on imagine bien avec plusieurs équipes de recherche, coûte plus cher qu'un projet mono-équipe. Et puis, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Il y a eu des mesures pour augmenter la rémunération des thèses. Il y en a eu l'inflation, donc les prix ont augmenté. Et ça, c'est pour vous donner également une idée du taux de succès, de l'évolution du taux de succès à l'agence sur l'appel à projet générique. Et vous voyez que grâce à la loi de programmation sur la recherche, on est passé d'un taux de sélection dans notre domaine d'environ 16% à plus de 23%. Et on espère que cela pourra continuer à progresser dans les années à venir. Donc ça, c'est un rappel. Donc vous aurez la présentation sur notre site internet. Donc n'hésitez pas, hein, ce sont les points de contact à joindre pendant la préparation de votre pré-proposition, pendant la préparation des propositions complètes et même après le financement des projets, en espérant que bien entendu, vos projets soient financés. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir, comme je vous l'ai dit en début, Marie Mirouz, et qui va pouvoir, en fait, l'idée était peut-être de démystifier un petit peu ce qui se passe dans un comité de sélection et de vous aider, de répondre à vos questions pour que les projets que vous allez les développer soient en adéquation forte avec les attentes du comité de sélection qui sont basées sur les critères de sélection, bien évidemment, publiés sur le texte de l'appel à projet. Et donc, on va bien évidemment prendre les questions qui ont pu arriver dans le fil de discussion. Et Marie, n'hésite pas également à donner un peu les points forts qui sont pour toi importants dans cette sélection et dans le financement des projets de recherche déposés à l'agence. Bonjour Marie. Comme tu viens de l'indiquer, Anne-Hélène, effectivement, tu as été présidente d'un comité d'évaluation au sein du département et également membre de comité. Donc, avant de démarrer cette petite séance de questions-réponses avec nos porteurs à venir pour cette nouvelle édition de l'appel à projet générique, on pourrait démarrer
peut-être cette session par une première question, une première interrogation de nos collègues, à savoir, selon toi, en termes de retour d'expérience, quels pourraient être les conseils que nous pourrions adresser aux futurs déposants de cette nouvelle édition lorsqu'on est primo-déposant, en termes d'attendu du point de vue d'un comité d'évaluation? Bonjour à tous, merci Jana pour cette première question. Donc je pense que pour un primo-déposant ou une primo-déposante, puisque nous avons de nombreuses collègues aussi femmes qui déposent des projets en tant que coordinatrice, donc je pense que un point important, c'est que le projet soit bien mature, parce que ça se sent à la lecture quand le projet a été pensé bien en amont. Donc il faut qu'il soit basé bien sûr sur une idée innovante, ambitieuse, et donc qu'il soit bien mature, qu'il s'agisse d'un projet sur une équipe seulement ou sur un consortium, à partir d'un consortium. Ensuite, je pense que le choix de l'instrument est très important. Parfois, ça peut paraître un peu flou, surtout pour les nouveaux instruments comme le PRME, donc mono-équipe. Donc, je pense qu'il faut savoir bien dans quel instrument on veut soumettre le projet. Le choix, bien évidemment, du comité d'évaluation. Il y a parfois des projets qui sont à la frontière. Donc, pour avoir les meilleures chances de bien être évalué, il faut être dans le bon comité, bien sûr, avec la bonne expertise des membres. Et ensuite, il faut, je pense, se renseigner sur le processus d'évaluation. Donc, c'est un processus qui est en 2 étapes. Et ce qui est parfois mal connu, c'est le rôle du comité d'évaluation. Donc, le comité d'évaluation, il est composé d'experts dans différents domaines et il est formé pour la majeure partie en amont des dépôts. C'est-à-dire que le comité n'est pas formé suivant les sujets qui seront abordés dans les projets. Donc, certains comités d'évaluation sont assez vastes et il est difficile d'avoir une expertise très précise sur un sujet pointu. Donc, je pense que le projet doit être clairement formulé. Bien sûr, se fier à la trame qui est fournie par l'ANR. Et ce qui est important de souligner, c'est de bien mettre en évidence les hypothèses. Donc, je pense que l'ANR tient à financer des projets qui visent à tester des hypothèses. Et donc, les hypothèses doivent être clairement définies, ainsi que les objectifs. Les objectifs peuvent être différents des hypothèses. Les objectifs peuvent être d'accumuler un certain nombre de données sur un organisme, sur une condition de stress, sur un pathosystème, par exemple, alors que les hypothèses sont liées à l'état de la recherche, à l'avancement, et doivent être testables. Voilà. Et effectivement, ce qui est aussi appréciable, c'est d'avoir des résultats préliminaires qui ont permis de dessiner plus précisément les hypothèses. Donc, c'est les principaux points que je vois, la clarté, le bon choix du comité d'évaluation et de l'instrument, et puis la clarté des hypothèses. Alors, tu l'as très bien rappelé dans ta réponse, effectivement, le processus de sélection appel à projet générique se fait en 2 étapes, une première étape et une seconde étape sur ce processus global. Une question qui revient assez régulièrement à l'issue de la première étape d'évaluation, c'est comment est-ce qu'un comité d'évaluation juge-t-il l'excellence scientifique sur une pré-proposition de 4 pages? Alors, c'est pas évident, hein, effectivement, c'est pas une tâche évidente. Donc, le comité a des critères. Donc, le caractère innovant. Je pense que tout ce qui se rapproche d'une recherche trop incrémentale, c'est-à-dire que si on se borne à accumuler plus de données sur un modèle qui est déjà connu ou un système qui est déjà connu,
le projet sera moins compétitif qu'un projet vraiment innovant qui propose d'aller vraiment au-delà de ce qui est connu, avec des approches nouvelles, que ce soit au niveau technologique ou au niveau de la conception théorique. Je pense que c'est très important. Donc, ça fait partie de l'excellence. La qualité du consortium ou de l'équipe, bien sûr, c'est aussi un critère. Et voilà. Et le caractère ambitieux du projet. Est-ce que ça répond à la question? Très bien, Marie. On a parlé au tout début de cette séquence des primo-déposants. On observe tous les ans au sein des comités d'évaluation à APG des personnes qui redéposent des projets. Alors, quelle serait une des raisons pour toi à ce que des projets qui soient redéposés ne bénéficient pas justement qui bénéficient justement de très peu de faiblesses dans le cadre de leur évaluation, et ce, malgré un redépôt, ne sont toujours pas retenus à l'issue de la première étape d'évaluation sur une nouvelle édition? Alors, bien sûr, l'ANR, l'évaluation de l'ANR, c'est une nouvelle compétition chaque année. Donc, chaque année, les projets, qu'ils aient été déposés auparavant ou non, sont remis en compétition avec de nouveaux projets. Donc, ça peut être très frustrant. Moi, pour l'avoir vécu de l'autre côté déposant, c'est effectivement très frustrant de ne pas passer en étape 2 quand on est passé en étape 2 l'année précédente. Mais il faut considérer que c'est une nouvelle compétition et qu'il n'y a pas de projet parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de note absolue. Tout est relatif et dépend de la pression de sélection, et en particulier au niveau de chaque instrument. D'une année sur l'autre, la qualité globale des projets peut varier pour un instrument donné, au sein d'un instrument donné. Ce que j'ai observé au fur et à mesure des années, c'est que quand même la qualité globale s'améliore, le taux de sélection aussi, mais la qualité s'améliore. Et bien sûr, un projet qui est recalé, même en étape 1, ne signifie pas qu'il s'agit d'un mauvais projet. Il peut s'agir d'un bon projet, mais malheureusement qui n'est pas assez compétitif l'année donnée, selon l'avis du comité d'évaluation. Poser des questions? On a également on ne t'entend plus, Marie. Oui, je suis toujours là. On a une question un peu qui revient, qui est un peu similaire à celle-ci à l'issue de la deuxième étape, à savoir sur une des spécificités de la seconde étape qui consiste à avoir une évaluation complémentaire par des experts externes, donc qui sont assez pointus sur la thématique du projet à évaluer. Quelle serait selon toi une des raisons qui expliquerait qu'un projet qui bénéficie de très bonnes évaluations externes est malgré tout non retenu à l'issue du processus d'évaluation en étape 2? Là encore, il s'agit d'une situation qui est très frustrante pour les coordinateurs et les collègues. Donc, je pense que les comités d'évaluation essaient de limiter cette frustration, mais malheureusement, il y a un taux de sélection qui est imposé par l'ANR, donc tous les projets ne peuvent pas être sélectionnés. Alors, un projet qui peut avoir des excellentes reviews externes, c'est un projet qui est bien sûr compétitif, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est un projet qui peut se trouver en regard d'autres projets qui ont également d'excellentes reviews externes. Et il faut comprendre que les experts extérieurs sont plus spécifiques, souvent sont plus pointus dans le domaine que le comité d'évaluation. En revanche, ils n'ont qu'un, voire 2 projets à évaluer sur l'ensemble du portefeuille des projets. Donc, pour des comités d'évaluation qui comportent une centaine de projets, il s'agit ensuite de mettre en regard ces différentes évaluations et de faire
d'ordonner, disons, les projets en fonction des reviews externes. Donc ça explique parfois que malgré des rapports extérieurs qui sont très élogieux, qui soulignent les points positifs, certains points négatifs peuvent être soulevés par le comité d'évaluation qui, lui, a un œil et qui discute de l'ensemble des projets. Donc lors de la discussion collégiale, aucun projet n'est mis de côté. Tous les projets intégralement, que leur note soit excellente ou moins bonne, tous les projets sont discutés. Donc, ce qui signifie que les membres ont vraiment une vision d'ensemble de tous les projets, à part évidemment si ils sont en conflit d'intérêt pour un projet, auquel cas ils doivent se retirer de la salle pendant les discussions. Donc voilà, donc ça explique qu'il puisse y avoir comme ça une différence d'appréciation sur un projet par les membres extérieurs et les membres du comité. Il y a une question sur le chat, Marie. Alors, on a une question sur notamment quelle est la prise en compte de l'effet mémoire par le comité d'évaluation dans sa prise de décision et comment est-ce que c'est interprété dans le cadre de l'évaluation et dans son processus? Alors, l'effet mémoire, c'est quelque chose qui a été implémenté par l'ANR assez récemment, qui est bien sûr prise en compte par le comité d'évaluation. Donc, lors de la réunion collégiale de l'évaluation des projets, d'abord, les rapports extérieurs sont pris en compte, puis les rapports qui sont faits indépendamment par les membres du comité, et enfin, l'effet mémoire. Alors, l'effet mémoire, on va dire qu'il joue toujours plutôt en faveur du projet, c'est-à-dire que ça permet au coordinateur ou à la coordinatrice d'apporter des précisions par rapport à des questions qui auraient été soulevées ou des ambiguïtés qui auraient été soulevées dans l'évaluation de l'année précédente. Ça permet également, dans certains cas, de mettre en évidence que le projet était passé très près d'être financé l'année d'avant. Ça permet également de voir que souvent, dans le cas des jeunes chercheurs, des collègues sont peut-être à leur dernière chance de déposer un projet jeune chercheur. Donc tout ça, ça peut permettre de mettre en balance différents projets qui sont considérés de qualité scientifique égale. Voilà, parce qu'il faut bien réaliser que dans l'enveloppe des projets, il y a bien sûr 3 catégories. Il y a une catégorie de projets qui font l'unanimité, qui sont très très bien perçus par les membres extérieurs et par les membres du comité. Une catégorie plus faible de projets qui sont moins bien perçus, donc qui ont peu de chances d'être compétitifs. Et puis une 3e catégorie qui sont les projets qui sont très bons, qui ne font pas l'unanimité, ou pour lesquels il y a moins d'enthousiasme de la part des membres du comité et des reviewers externes. Et donc, c'est là que la compétition est plus difficile et que les discussions sont plus longues. Voilà, donc là, en particulier dans ces cas-là, des points complémentaires comme l'effet mémoire peuvent entrer en jeu. Voilà, il faut savoir qu'il y a énormément de projets, je pense que c'est de l'ordre de presque 30% de projets qui sont redéposés. Donc mon conseil serait aux coordinateurs et coordinatrices de ne pas se décourager. Si un projet a eu de bons retours, il peut avoir été très près de la limite pour être financé. Et donc, il ne faut pas hésiter à le redéposer. Voilà. De là à déposer le même projet pendant 5 ou 6 ou 7 ans de suite, je pense qu'au bout d'un moment, on perd en innovation, on perd en compétitivité. Donc là, c'est peut-être moins conseillé. Merci Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez
des interrogations sur le processus de sélection. Peut-être juste un complément. Marie vient de dire que il y a effectivement un grand nombre de projets déposés et que on n'est pas toujours en capacité de financer l'ensemble de ces projets. Donc, effectivement, le taux de sélection que l'on applique, il est dépendant du financement que l'agence reçoit et de la dotation annuelle que l'agence reçoit. Et ce que l'on constate après 3 années quand même d'augmentation forte du budget, c'est que dans certaines communautés, on a financé, voilà, on arrive à des taux de sélection de 25% ou plus relativement facilement. Et puis, il y en a pour d'autres où, malgré le fait que l'on augmente cela, il y a encore beaucoup de très bons projets qui sont déposés. Et donc, on n'est pas encore arrivé à un stade, je dirais, de maturation ou un stade mature du nombre de très bons projets déposés. Ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Du coup, je sais que des fois, on se dit est-ce que je dépose, est-ce que je ne dépose pas? Je pense que c'est important aussi de voir arriver des nouveaux projets. Et dans certains des comités, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de primo-déposants, donc des gens qui n'étaient jamais venus. Et ça, c'est vraiment très positif à voir qu'il y a des nouvelles communautés qui arrivent, qui n'étaient pas présentes. Et c'est des projets après qui sont, fonction de la qualité, bien entendu, mais qui sont financés derrière. Donc ça, c'est important aussi. C'est dans vos collègues aussi de ne pas se sentir complètement limité par... voilà, des fois, il faut tenter juste. Il faut avoir... Et puis, je crois, il y avait dans le fil de discussion 2 questions. Une première était sur le lien pour la présentation. Je ne suis pas capable de voir si ça avait été répondu, mais toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire vont recevoir un message à la fin où on vous mettra le lien sur l'enregistrement et sur la présentation. Donc, vous pourrez y avoir accès et notamment pouvoir retrouver les contacts, etc. J'ai aussi une remarque par rapport au taux de sélection. Les taux de sélection, il n'est pas imposé par ANR. Il est en fonction du budget qu'on dispose pour l'appel au projet générique. C'est juste une petite remarque. Et on a aussi les questions, Marie, par rapport à redépôt et combien de projets font appel à l'effet de mémoire. Selon nos études, il y a à peu près 50% des projets non retenus l'année dernière. Ils redéposent leurs projets et la plupart bien améliorés, de nouveau à l'appel au projet générique, parfois avec le petit changement des instruments également, parfois les choix du comité d'évaluation. Et je pense que la plupart des projets ils sont bien améliorés grâce aux rapports du comité qui soulignent les points faibles du projet et qui donnent des idées aux porteurs du projet d'amélioration des projets sans donner directement les recommandations aux porteurs du projet, parce que ce n'est pas les rôles du comité d'évaluation. Dans le fil de discussion, il y avait une autre question, mais qui n'était pas sur l'appel à projet générique, donc j'attendais un peu avant d'y répondre. C'était sur les critères des appels internationaux. Alors, ils sont, je dirais, d'un certain côté, ils ressemblent fortement à ceux que vous avez sur l'appel à projet générique, c'est-à-dire que l'excellence, la qualité du consortium, la qualité du plan de gestion du projet, etc., l'adéquation budgétaire avec les objectifs, ce genre de critères, bien entendu, vont s'appliquer dans l'ensemble, je dirais, des appels à projets que nous pouvons gérer. Par contre, il faut vraiment bien lire chacun de ces appels internationaux spécifiques et chacun
ont des critères qui peuvent être supplémentaires ou un peu différents. Parce que ça va dépendre, de l'instrument dans lequel on développe cet appel international, de la thématique de l'appel en lui-même. Je vais vous donner 2 exemples. Alors, sur l'international, quand même, un critère qui est rarement différent, c'est d'avoir au moins 3 partenaires de 3 pays différents, financés par 3 organismes de recherche différents. Mais en disant cela, on a eu récemment un appel très ciblé sur des questions sur et avec l'Afrique. Eh bien, on a demandé à ce qu'il y ait 2 pays africains représentés dans le consortium. Donc, il pouvait y avoir autant de partenaires, si vous voulez, que vous souhaitiez, mais on voulait à minima 2 partenaires de 2 pays différents en Afrique. Par ailleurs, quand l'on parle de thématique, comme je vous dis, ça dépend de la thématique. Si on a un appel, tout à l'heure je vous ai présenté qu'on pourrait avoir on a déjà eu en fait un appel qui ciblait fortement les sciences humaines et sociales dans le domaine du climat. Et donc, effectivement, on demandait dans le consortium d'avoir des partenaires à la fois sciences naturelles et sciences humaines et sociales, mais également d'avoir un engagement de ces 2 disciplines fortes dans la conception et dans le développement du projet. Et ça, c'est un exemple que je peux vous redonner aussi par rapport aux projets de recherche collaboratifs internationaux dans les relations bilatérales. Quel que soit le pays avec lequel vous développez un projet, que ce soit le Brésil, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, le comité, et ça peut-être Marie, tu pourras aussi en toucher un mot, va regarder fortement l'implication, d'avoir une implication, je dirais, pas égale, parce qu'on ne cherche pas l'égalité, mais une implication forte des partenaires des 2 pays. Et la complémentarité des équipes dans le développement du projet sur la thématique et l'hypothèse de recherche de base. Donc ça aussi, c'est important à noter. Donc, le conseil, c'est que dès que, enfin voilà, l'appel à un projet générique, on en a peut-être un peu plus l'habitude, mais dès que ce sont des appels spécifiques, de vraiment bien regarder, il y a des choses qui se ressemblent et il y a des choses qui sont différentes. N'hésitez pas à écrire vos questions ou vos remarques. J'ai vu aussi qu'il y avait des conseils qui étaient donnés par certaines personnes. C'est très bien. On est très heureux de voir que, voilà, en tant que communauté, on peut s'aider mutuellement. Donc, pour revenir un petit peu sur l'effet mémoire, parce qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat, je pense que c'est aussi un moyen peut-être d'instaurer un dialogue, même s'il est un peu virtuel, entre le coordinateur ou la coordinatrice et le comité d'évaluation. Dans mon expérience, les comités d'évaluation sont bienveillants, bien que peut-être pas toujours bien vus par la communauté scientifique, mais ils sont bienveillants et souvent les rapporteurs des projets se battent parce qu'ils ont envie de soutenir les projets qu'ils ont évalués. Et donc, tous les arguments qui sont apportés, comme l'effet mémoire, comme le droit de réponse, apportent des arguments supplémentaires aux rapporteurs de vos projets lors des discussions collégiales. Donc, pour chaque projet, il y a deux rapporteurs qui sont tous les deux importants. Et donc, ils ont besoin d'arguments pour défendre les projets. Donc là, ça permet peut-être d'aller un peu plus loin dans la façon dont un projet a été amélioré d'une année sur l'autre. Et encore une fois, le comité d'évaluation n'a aucune légitimité pour proposer des améliorations au projet. Tout ce qu'il peut faire, c'est de souligner un manque de clarté, des ambiguïtés dans la façon dont le projet a été exposé. En aucun cas, les membres ne peuvent se substituer au porteur de projet, puisque c'est le porteur de projet ou la porteuse qui connaît le mieux son projet, évidemment. Alors parfois, on voit dans
dans les rapports finaux qui sont soumis, on voit des suggestions. Voilà, ça peut échapper hein, lors de la relecture. Il y a des suggestions qui passent. Mais en général, s'il y a des suggestions, elles doivent vraiment se contenter d'évoquer la clarté du message. Voilà, et non pas des suggestions techniques. Donc, en clair, ce n'est pas parce que vous répondez une année à toutes les suggestions qui ont été faites l'année d'avant que vous avez toutes les chances d'être financé. Encore une fois, c'est une nouvelle compétition. Les projets déposés changent et le comité change pour un tiers. Donc, il y a des comités qui sont assez importants. Et il faut rappeler que dans ce département, je pense, la plupart des comités sont très internationaux. Donc, les réunions se font en anglais, tous les documents sont en anglais, et c'est un point important pour le porteur de projet de se renseigner sur l'identité ou le caractère international du comité. Si c'est un comité international, évidemment, il vaut mieux présenter les documents en anglais, notamment les CV, parce que sinon, ça demande des traductions, ça peut faire perdre du temps au comité et ça peut être source aussi de confusion. Voilà, donc j'insisterai sur les CV. Les CV, il n'y a pas de longueur maximale. C'est l'occasion vraiment de démontrer l'excellence scientifique, de démontrer aussi l'investissement des différents membres du consortium dans différents domaines, que ce soit l'enseignement, l'évaluation de la recherche, les encadrements, l'implication dans la vie collective, etc. Tout ça, c'est des points importants. Il faut bien réaliser que la communauté est très vaste et souvent, les membres du comité ne connaissent pas les porteurs de projets. Donc, c'est à chacun de se présenter de façon la plus complète possible dans son CV. Peut-être pour ajouter un point sur cet aspect d'avoir des comités internationaux, la raison principale pour laquelle nous allons chercher des experts internationaux, alors on sait bien que la communauté française a beaucoup de relations avec l'international, mais c'est quand même pour éviter les conflits d'intérêts. Et il y a un processus de détection des conflits d'intérêts, bien entendu, mais on a remarqué quand même que si on a des comités plus internationaux, il est plus facile qu'un membre de comité ait un moins grand nombre de conflits d'intérêts et donc puisse évaluer plusieurs projets, ce qui fait que ça lui donne aussi un aspect de comparaison personnelle en plus de la discussion collégiale qui a lieu systématiquement aux 2 étapes entre l'ensemble des membres du comité. Je pense aussi, tu l'as mentionné tout à l'heure, Marie, mais je pense que c'est très important de rappeler que c'est vraiment une décision collégiale avec une participation de l'ensemble des membres, excepté ceux qui sont en conflit d'intérêts. Je pense que l'avantage du caractère international, c'est aussi de maintenir notre recherche au niveau international. Donc, ces membres extérieurs, ils enrichissent de leurs connaissances du domaine et d'autres façons de faire, en particulier au niveau européen. Je pense que pour la grande majorité, ce sont des membres européens. J'inclus l'Angleterre, disons le Royaume-Uni dans cette Europe élargie. Il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous les voyez tous, du coup, et toutes. Concernant notamment les PRME, par exemple. Il y a une question pour Marie, déjà. Une question par rapport au projet pluridisciplinaire. Alors, comment choisir son axe lorsqu'on a un projet très pluridisciplinaire? Alors, oui. Les projets pluridisciplinaires, c'est vrai qu'ils sont souvent appréciés, je dirais, parce qu'ils offrent un petit peu de fraîcheur.
parmi le portefeuille de projet. En revanche, ils sont difficiles à évaluer. Il ne faut pas se le cacher. Donc, on peut compenser peut-être un manque d'expertise au niveau du comité d'évaluation, bien sûr, par les reviewers extérieurs. En revanche, il ne faut pas se tromper lorsqu'on choisit l'axe. Alors, le conseil que je donnerais, c'est deux critères pour être sûr qu'on est bien dans le bon comité de sélection. D'abord, de voir la liste des projets qui ont été sélectionnés, non seulement l'année d'avant, mais les années d'avant. Hein, tout est en ligne sur le site. Donc, si on ne connaît aucun des porteurs et si on ne connaît aucune des thématiques d'un comité de sélection, c'est qu'on n'est pas dans le bon comité de sélection. Et ensuite, on peut regarder la composition du comité. Là aussi, si on ne connaît aucun des membres sur plusieurs années, c'est probablement qu'on n'est pas dans le bon comité. En général, sur des thématiques assez précises, les noms au moins des porteurs ou des membres du comité doivent vous évoquer quelque chose. Il ne faut pas hésiter à le mentionner, pardon de te couper, Constantin, il ne faut pas hésiter à le mentionner même dans la pré-proposition, qu'il s'agit d'un projet pluridisciplinaire et bien mettre en évidence le pourquoi de la pluridisciplinarité, ce qu'elle apporte et pourquoi vous avez choisi cet axe ou ce comité d'évaluation plutôt qu'un autre pour soumettre le projet. En cas de doute, moi je conseille de contacter les chargés scientifiques des deux comités pour lesquels vous hésitez. Parce qu'eux sont vraiment à même, on ne se rend pas compte, mais ils ont une connaissance incroyable de notre communauté. Bien sûr, ils n'ont pas de connaissance des thématiques fines, des problèmes scientifiques, mais ils ont une connaissance de l'organisation de la communauté et des expertises. Et ça, c'est crucial. Donc, je pense qu'il faut s'en référer à eux en cas de doute entre deux comités de sélection. Mais on ne peut pas guider les porteurs du projet sur les choix du comité. On peut juste, tu vois, donner toutes les lumières par rapport au périmètre du comité. Par contre, tu es bien placé en fait pour rassurer également les futurs porteurs qu'il n'y a pas de frontière entre les comités exacts et qu'il y a toujours, surtout pour les comités pluridisciplinaires, pour les comités proches thématiquement, il y a toujours des compétences dans chaque comité et ce qu'on essaye après la fin de soumission, il y a toujours la possibilité, comme tu as déjà mentionné, d'ajouter un membre du comité pour la meilleure couverture en fait des thématiques des projets soumis. Et donc, je pense que c'est aussi important de dire qu'il n'y a pas de doute sur les compétences des membres du comité d'évaluation. Donc, si les projets pluridisciplinaires, effectivement, ça doit être bien expliqué les choix du comité et les sujets du projet qui a mené finalement les consortiums à se mettre dans tel axe. Mais ce qui concerne la qualité d'évaluation et la possibilité également de solliciter des experts externes, non seulement à l'étape 2, mais dans les cas particuliers à l'étape 1, c'est très important. Je voulais aussi rappeler quelque chose. Dans ce qu'on appelle les axes peut-être plus disciplinaires au cœur, qui étaient les premiers que je vous ai présentés, alimentation, terre vivante, terre solide. On peut financer à la fois des projets disciplinaires ou interdisciplinaires ou même transdisciplinaires. Il n'y a pas de limitation sur le type de projet que vous pouvez y déposer. Là où j'attire votre attention, c'est dans certains des domaines transverses. Il est attendu une interdisciplinarité, voire une transdisciplinarité, et donc le comité va faire attention à cela plus particulièrement. Il y a des domaines transverses où on va trouver également du monodisciplinaire. Et donc, quand un axe demande fortement une interdisciplinarité, le comité
qui est assemblée va avoir cette représentativité également. Peut-être pour rebondir un petit peu sur toutes les interventions, effectivement, le choix d'un comité d'évaluation est crucial dans le cadre du processus d'évaluation. Et c'est vrai qu'un des meilleurs indicateurs, effectivement, pour avoir une idée, dans le cadre notamment des projets qui sont très pluridisciplinaires, c'est d'aller voir et de consulter en ligne, comme l'a dit Marie, effectivement, la composition d'un comité d'évaluation ou de plusieurs comités d'évaluation, si effectivement vous doutez sur le choix d'un comité, et de consulter la liste des projets qui vous donne vraiment une photographie sur plusieurs années des profils thématiques des projets sélectionnés sur la comité d'évaluation. Alors, effectivement, je ne suis pas sûre que nous, là, autour de la table, on voit toutes les questions qui sont posées. Donc, dans les collègues qui sont en ligne, si vous en voyez auxquels on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les mentionner à l'oral. Merci. Il y avait un point concernant la langue de rédaction. Enfin, c'était une remarque d'un des participants. La langue de rédaction, en effet, c'est un truc sur lequel on peut peut-être insister un petit peu, hein, si je peux me permettre, par rapport au comité. C'est que, comme on l'a dit un peu précédemment, un peu plus tôt, lors de discussions, il y a beaucoup de comités anglophones, pas forcément francophones, et bien que ça soit pas obligatoire, parce qu'on ne peut pas rendre cela obligatoire, il est quand même très 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 fortement conseillé de rédiger en anglais tout, en fait, les CV, les projets, les résumés, en fait, tout ce que vous pouvez faire en anglais, faites-le en anglais, parce qu'en fait la plupart des comités en effet sont internationaux, et que ça facilite grandement les communications, les échanges et les évaluations. Donc c'était une réaction de l'un des participants, c'est-à-dire potentiellement un futur PI qui disait que des fois c'était dur en fait quand c'était en français, que c'était pas forcément évident non plus lors des évaluations. Et on peut que le confirmer. Donc voilà. Après, si la proposition est déposée en français, elle sera traduite. Oui, c'est ça, mais si on peut dès le départ. Mais il y a toujours un risque de perdre un peu de subtilité de ce que vous avez voulu mettre. C'est ça. Marie, est-ce que tu peux témoigner et de dire, expliquer encore pourquoi on demande la traduction pour les propositions rédigées en français? Est-ce que je peux expliquer pourquoi on a besoin de traduction? C'est ça la question? Oui. Oui, parce que lors de l'évaluation par les membres du comité, les membres du comité ont un portefeuille restreint, ils n'ont accès qu'à certains projets. En revanche, une fois qu'ils ont renvoyé leur évaluation, qu'ils ont rédigé le rapport pré-comité, ils ont alors accès à l'ensemble des projets afin de préparer les discussions finales pour le classement des projets. Et donc là, c'est important que tous les membres puissent avoir accès à tous les projets, même s'ils ne sont pas francophones. Donc s'il y a des projets qui sont en français, ça nécessite une traduction, parce qu'il n'est pas rare que certains membres soient sollicités pour avoir une lecture supplémentaire sur un projet, alors que les discussions sont en cours, enfin d'un jour à l'autre lors des discussions. Donc c'est assez dynamique, on peut avoir à revenir au projet pour mieux affiner le classement. Et donc là, c'est indispensable que tout soit en anglais, afin que tout le monde puisse le lire. Voilà, il faut bien réaliser que autant nous avons des collègues étrangers qui parlent le français, qui sont capables de le lire, de le comprendre, autant il y en a certains qui parlent absolument pas français. Donc pour eux, c'est vraiment un handicap, même si simplement le CV est en français. Voilà. Sachant que la structure de la communauté française est déjà assez compliquée pour les étrangers, entre les différents instituts, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études, c'est assez compliqué.
Donc, on essaie de leur faciliter la tâche autant qu'on peut en essayant d'avoir tout en anglais et en essayant, par exemple, pour les enseignants-chercheurs, de bien mettre en évidence la charge d'enseignement qu'ils ont pour faire comprendre quelle sera leur implication possible dans un projet de recherche, pour pas qu'ils soient défavorisés par rapport aux chercheurs, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui peuvent facilement être indiquées de façon succincte, hein, mais clairement écrite dans le CV. Il faut rappeler peut-être que lors de l'évaluation, les seuls documents à disposition du comité d'évaluation sont ceux fournis par le coordinateur ou la coordinatrice. Donc, le membre du comité d'évaluation n'a pas à aller sur Internet, sur Google Scholar, sur je ne sais quel site, ni sur PubMed, pour se renseigner sur les publications ou le parcours d'un porteur de projet ou d'une porteuse de projet. Donc, tout, au maximum, tout doit être inclus, que ce soit dans le projet lui-même, dans la partie définition de l'équipe ou définition du consortium, ou bien dans le CV. On va essayer de passer à la deuxième partie, mais on pourra revenir si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, soit quand vous écoutez ma collègue parler, soit en réflexivité par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. On continuera à prendre des questions en deuxième partie, donc voilà, mais comme il semble qu'il n'y a plus de questions dans le fil de discussion, on va passer à la deuxième chose et ça va peut-être en apporter d'autres. Oui, donc pour cette deuxième partie, on a décidé de faire un focus sur un des instruments qui est l'instrument PRCE, donc projet de recherche collaborative avec entreprise, parce que c'est un instrument qui est encore très peu connu de certaines communautés ou encore très peu utilisé. Alors un petit rappel, c'est un instrument de financement qui est dédié à des collaborations qui doivent être effectives et qui sont établies entre au moins un laboratoire d'organismes ou d'établissements de recherche et de diffusion de connaissances, donc un partenaire public qui est éligible au financement de l'ANR, et au moins une entreprise conduisant des travaux de recherche et de développement en France. Donc on entend par entreprise pas seulement des industries, mais également des associations, des fondations, des ONG, etc. Alors, pour que la collaboration soit effective, il faut que les deux parties soient indépendantes l'une de l'autre et qu'elles visent à échanger des connaissances ou des technologies. Pour cela, il faut qu'elles poursuivent un objectif commun qui est fondé sur une division du travail. Il faut également partager tout ce qui est risques financiers, les risques technologiques et scientifiques, mais aussi la propriété intellectuelle ainsi que l'ensemble des résultats. Attention, la fourniture d'une prestation de recherche n'est pas considérée comme une collaboration effective, mais comme une prestation de service. Et enfin, pour sceller cette collaboration, vous devez signer un accord de consortium. Alors, qu'en est-il au niveau des entreprises? Donc, les entreprises ont un financement à coût complet, c'est-à-dire qu'elles ont un plafonnement de l'aide en fonction et de la catégorie de l'entreprise et de sa taille. Contrairement aux partenaires publics, le salaire des personnels permanents est éligible à l'aide de l'ANR. Vous avez 5 catégories de coûts admissibles qui sont les mêmes pour un partenaire public et un partenaire privé, qui correspondent aux frais de personnel, au coût des instruments et du matériel, le coût des bâtiments et des terrains, mais aussi le coût du recours aux prestations de services, ainsi que tout ce qui est frais généraux, notamment les frais de mission. On pourra vous mettre en lien, vous avez un lien vers le règlement financier, mais également plusieurs fiches qui vous expliquent les dépenses éligibles, qu'est-ce qu'un partenaire, etc. On vous mettra le lien par la suite. Alors, on vous a fait une petite analyse au niveau de notre département des projets déposés et des projets financés au sein de notre département. Donc, vous voyez qu'on a un gros pourvoyeur de projets PRCE qui est l'Axe H5. Pourquoi? Parce que c'est un comité qui finance des projets qui développent des capteurs, des solutions et tout ce qui est tourné vers le traitement de l'eau, le traitement de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, le traitement des déchets, etc. Donc, vous n'avez pas seulement une recherche amont, mais vous avez une recherche appliquée
qui débouche ensuite sur une industrialisation. Vous avez également 3 autres comités pourvoyeurs de PRCE, qui est le comité de l'axe H3, géré par Jana, le comité de l'axe A4, qui est tout ce qui est alimentation, et enfin l'axe H2, qui est le comité lié à la qualité de l'eau. J'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle celui-là Les contaminants, voilà, je cherchais le mot. Et on vous a calculé un taux moyen entre dépôt PRCE et tout type d'instruments confondus sur les 4 dernières éditions. Vous voyez que le comité H5 est le vainqueur de ce. Au niveau des partenaires financés, donc vous avez une grosse partie qui sont des partenaires publics, notamment des organismes de recherche et des universités, mais vous avez un quart de ces partenaires qui sont des partenaires privés. Donc, le comité H5 participe grandement, donc vous avez beaucoup de petites et moyennes entreprises, mais vous avez également, vous voyez, des fondations, des associations, des ONG, des très grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. On a fait un petit focus donc, sur ce comité H5, qui est le comité CE04, sur les 4 dernières éditions. Donc, 28 projets ont été financés. Et on vous a fait un petit focus parce qu'il y a une spécificité sur ce comité, c'est que la coordination des projets n'est pas exclusivement faite par des partenaires publics, mais on a de plus en plus de partenaires privés et également des partenaires qui sont soit publics, soit privés, comme les ESPIG, notamment le BRGM. Dès qu'ils passent sous l'instrument PRCE, le BRGM devient un partenaire privé. Et le petit camembert de gauche vous montre la répartition générale des partenaires financés au sein de ce comité, et vous voyez que la proportion est moitié publique, un quart de privé, et donc après vous avez 2% d'étrangers, sinon c'est du public-privé. Je crois que j'en ai fini. Ah non. On vous a mis aussi quelques exemples de PRCE qui sont financés au sein de ce comité. Donc, vous voyez, ça passe par du capteur pour le monde agricole, en passant par la réalisation de bâtiments écologiques au niveau des zones sismiques. Vous avez du suivi d'arbres dans les villes, des absorbants pour tout ce qui est pollution de l'air, etc., etc. Vous pouvez retrouver de toute façon l'ensemble des projets financés sur le site de l'ANR en fonction des éditions. Hop. Et on vous encourage à aller suivre le webinaire sur les partenariats publics-privés qui aura lieu le vendredi 20 septembre, et vous avez le lien pour vous inscrire juste en dessous. Voilà. Et donc, pour discuter de cet instrument, on a invité donc Sylvain Durécou, qui était membre de ce comité CE04. Et Quentin a certaines questions à lui poser. Bonjour à tous, merci Mélanie, merci à vous. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Et on peut commencer par les questions, par ton avis déjà sur les rôles et l'implication d'une entreprise dans un projet PRCE. Oui, on peut commencer par ça. Ça a déjà été dit par Madame Mirouz. En dehors du respect des critères d'éligibilité de l'axe qui correspond effectivement à l'appel d'offres de l'ANR, en fait, je dirais les membres du comité par rapport à une participation d'un partenaire privé vont être quand même très sensibles à la vision stratégique que peut apporter une entreprise par rapport au projet lui-même, à sa vision aussi plutôt à caractère commercial, sa vision macroéconomique sur toute la partie développement qui va concerner ces projets, parce que ça a été dit tout à l'heure, Mélanie l'a dit, au titre de la participation d'un partenaire privé, ce qu'attend généralement le comité, c'est d'avoir un partenaire qui puisse utiliser à terme la technologie et la commercialiser. L'objectif de la participation d'une société, quelle que soit sa taille,
elle répond forcément à des objectifs de croissance, elle répond à des objectifs de développement et donc en fait, le comité est très sensible, à tous les indicateurs qui vont être fournis, notamment par les partenaires privés au titre, de leur participation dans le PRCE, pour montrer comment ils vont être impliqués, montrer comment ils vont aboutir à une commercialisation de l'outil en question s'il s'agit d'un outil qui peut être commercialisé et puis, l'entreprise, je dirais, va, aussi, apporter, je dirais, son évaluation de la performance. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les entreprises, on a beaucoup de critères et d'indicateurs de performance et donc je pense que sans négliger la part que peut apporter, les membres académiques des consortiums, heu, l'évaluation de la performance est très importante et on voit très bien quand on compare, un PRC par rapport à un PRCE, on voit très bien, qu'en fait, le partenaire privé a insisté sur les critères de performance, sur ce que je vais appeler aussi, l'évaluation de la pertinence du projet. En d'autres termes, ça a été dit tout à l'heure, précédemment, en fait, heu, lorsqu'il s'agit d'un développement industriel, l'entreprise va forcément insister sur les facteurs de risque et les facteurs de risque vont être bien précisés généralement dans les projets qui nous sont soumis. Ça a été dit, l'identification des verrous est parfaitement, généralement bien précisée avec les facteurs de risque, associés. Ça, c'est important par rapport à un PRC, de bien identifier, cette partie-là et je pense que le partenaire privé va apporter cette vision à la fois sur la performance, sur la pertinence du projet et puis il y a un autre point, moi qui me paraît aussi important dans l'évaluation qu'on peut en faire lorsqu'on reçoit ce type de propositions, c'est, la vision réglementaire, heu, que peut avoir, notamment un projet dans le secteur de l'environnement qui est le nôtre. On a forcément, des obligations par rapport aux aspects réglementaires et l'entreprise, généralement, est plus à même d'apporter ses compétences, cette vision, surtout que, certaines entreprises ont la particularité d'anticiper, heu, les biais réglementaires en participant à des réunions avec les institutions, hein, la plupart des entreprises vont avoir des syndicats professionnels, on va pouvoir anticiper sur la partie réglementaire. Donc ces aspects-là, performance, pertinence, vision réglementaire, en dehors du fait qu'on va être très sensible aussi à la mise à disposition des outils industriels, hein, que peut apporter un partenaire privé, et tout ça doit aboutir à terme effectivement à un développement et à une croissance pour l'entreprise par le biais d'une collaboration, qui sera bien décrite au regard des critères d'éligibilité qui ont été évoqués précédemment. Voilà, en quelques mots, ce qu'attend le comité sur, une proposition PRCE. Et selon ton expérience, quelles est difficultés pour une entreprise de participer au projet, à cet instrument de l'appel au projet générique et quel avantage, en fait, comment on peut encourager les chercheurs d'aller chercher les industriels et à l'inverse des industriels d'aller déposer les projets PRCE encore une fois, on fait les focus sur les projets des nos thématiques. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux dire, vu que tu as été en comité avec une large, quand même, échelle des thématiques présentes et très bonne qualité des projets qui ont été financés? Alors moi, il y a plusieurs aspects par rapport aux avantages que ça peut représenter pour, une participation d'un partenaire privé au PRCE. J'en vois plusieurs. Le premier aspect, moi j'ai l'habitude de dire qu'on va aller chercher les compétences là où elles sont. On va forcément aller beaucoup plus vite en ayant des projets collaboratifs parce qu'en fait, le 1er aspect, c'est le partage du savoir et du savoir-faire. En fait, on va forcément profiter des innovations qui vont être développées, conjointement, mais qui peuvent être développées en premier lieu par un partenaire académique. Ça va forcément répondre à des enjeux techniques et économiques pour une entreprise. Donc en fait, on va avoir, cette notion de transfert d'innovation, de connaissances, de compétences,
il va y avoir un partage de méthodes qui va être important. Donc en fait, l'entreprise va apprendre énormément par le biais de ce projet collaboratif, notamment par le biais des partenaires académiques, étant donné qu'on va avoir un effet de complémentarité qui va forcément s'exercer à travers ce savoir-faire. Donc ça, c'est un point très, très important parce que ce savoir-faire, certes, va s'exercer au moment du projet, mais on va pouvoir ensuite, nous on parle beaucoup de valeur ajoutée, après une participation au travers d'un programme, c'est que les connaissances que vous allez acquérir et que le partenaire privé va acquérir au moment d'un PRCE, il va pouvoir en bénéficier sur du long terme, pas uniquement, je dis bien pas uniquement pendant le projet. Donc ça va être le retour sur investissement. Donc il y a ce volet savoir-faire qui est très, très important, moi, sur cet aspect-là. Le 2e point, l'avantage, je l'ai dit un peu, c'est la compétitivité. En fait, une entreprise, si elle souhaite participer à un projet PRCE, elle va forcément gagner du temps par rapport à ses confrères, par rapport à la concurrence. Elle va prendre de l'avance ou rattraper un retard par rapport à un saut technologique qu'elle n'a pas pu faire par le biais de sa propre recherche, à elle seule. Donc là, il va y avoir un gain en matière de saut technologique, un gain en termes de temps et puis elle va forcément avoir, des retombées au travers de cette compétitivité avec un accroissement de ses parts de marché. Et puis l'autre point en matière de compétitivité, Constantin, tu l'as dit, il va y avoir un partage de risques qui va être fait entre le partenaire académique et le partenaire privé et ça, en mutualisant à la fois les coûts, et les ressources qui vont faire que, à la fois l'entreprise et à la fois le partenaire académique, on est dans un projet gagnant-gagnant. On va avoir un partage qui va être, très important à ce niveau-là. Le 3e point, moi, que je vois sur le fait que, comment justifier, quel est l'autre avantage que peuvent avoir les entreprises, c'est essentiellement aussi la communication. La communication, en fait, vous savez très bien que les partenaires académiques, et on le comprend, ils vont être très sensibles au fait que le PRCE va permettre la diffusion des résultats qui va être faite sous différentes formes. Et imaginez, à partir du moment où il y a des publications qui vont être faites sous toutes ces formes, publication orale, participation à des congrès, l'entreprise va être mise en valeur. Donc là, vous allez avoir une image de marque qui va être mise en valeur au travers de la publication par le monde académique. Et là, tout de suite, vous allez avoir des retombées qui peuvent être importantes en termes de marché. Étant donné que les publications sont d'ordre public, en fait, on peut avoir ensuite des contacts. Nous, on l'a eu dans certains projets. Là, on était déposant. Par le biais de publications, vous pouvez bénéficier de retombées par des partenaires privés autres qui vont avoir connaissance des travaux que vous allez mener. Donc là, il y a cet aspect communication qui, moi, me paraît très important. Et le fait qu'il y ait des publications qui soient faites conjointement par l'ensemble des partenaires, ça va aussi appuyer, et je le vois, nous, à travers des projets privés, je dis bien des appels d'offres privés, certaines sociétés vont nous demander comment on peut justifier des connaissances dans tel ou tel secteur. Eh bien, vous vous appuyez sur les publications académiques qui ont été faites en partenariat dans le cadre de ces PRCE. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est le facteur humain. Quand je dis le facteur humain, vous allez forcément gagner alors vous allez faire des rencontres, de belles rencontres et vous allez gagner au travers d'un réseau. Votre réseau, il ne va pas vous servir uniquement pour un projet, mais vous allez le conserver et vous allez avoir une traçabilité de ce réseau qui va pouvoir être bénéficiaire pendant toute votre carrière, et éventuellement refaire appel à tel ou tel contact universitaire que vous avez eu. Et notamment au travers, j'y reviens pour la partie communication, la participation à des congrès au travers et dans le cadre des programmes qui sont mis en place par l'ANR, les programmes de communication, vont aussi vous aider à accroître votre réseau au travers des outils de communication. Donc, je résumerai, il y a 4 aspects: le savoir-faire, la compétitivité, la communication et le réseau. Ça, ce sont les avantages qu'une entreprise peut avoir, quelle que soit sa taille, à la participation à un PRCE.
Je ne sais pas si j'ai été clair. Très clair, merci. Tu n'as pas parlé des difficultés Alors, l'effet des mémoires, en fait. oui. En sachant que quand même le niveau des projets PRCE dans votre comité, il est assez haut. Et en fait, quelle est ta vision sur les projets qui n'ont pas été sélectionnés au moment du premier dépôt? Est-ce qu'ils seront améliorés, et quelles sont les difficultés des projets qui passent pas au financement en fait dans ces types des instruments? Ok, je vais revenir à cette question à l'après, si tu veux bien, Constantin. Juste revenir sur une difficulté, alors qu'il n'en est pas une, mais c'est surtout un point de vigilance, moi que je recommande. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est la gestion de la propriété intellectuelle pour une entreprise. Ça, ce sont des discussions, et je le recommande, moi, quel que soit l'appel à projet, que ce soit NR ou autre. C'est que la recommandation, c'est qu'il y ait des discussions qui soient faites au préalable entre les partenaires académiques et les partenaires privés. Aujourd'hui, c'est assez bien cadré pour les entreprises qui ont l'habitude de faire appel à ce type d'appel à projet. Pour une entreprise qui va s'initier et s'immiscer au travers de ces PRCE, je recommande qu'ils discutent bien avant de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, c'est très clairement établi au niveau académique, et ça me semble tout à fait logique qu'il y ait ce qu'on appelle une copropriété qui soit revendiquée. Donc ça veut dire que là, vous allez forcément partager les résultats obtenus entre le partenaire académique et le partenaire privé. Vous gagnez ensemble. Donc forcément, vous avez forcément rétribué le partenaire académique qui a apporté ce savoir-faire. Et j'insiste sur un point, en fait, c'est de définir au préalable ce qu'on va appeler dans un accord de consortium, Mélanie l'a dit, c'est la partie de définition des domaines d'activité. S'il y a plusieurs partenaires privés, c'est important de définir le domaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, la propriété va revenir à celui qui a le domaine d'activité qui va permettre l'exploitation des résultats. En d'autres termes, une entreprise qui exploite un procédé bien défini va avoir le maximum de propriété. Par contre, étant donné que, si je puis dire, on lui a mis la main à la pâte grâce au partenaire académique, elle va partager une partie de son savoir-faire et de l'exploitation des résultats auprès du partenaire académique. Donc la recommandation, c'est pas pour moi une difficulté, mais il faut bien la gérer avant. C'est la gestion de la propriété industrielle et surtout de l'exploitation des résultats. Pour revenir à la deuxième question, Constantin, sur la partie effet mémoire. Donc ça, c'est une évolution, ça a été dit par Madame Mirose tout à l'heure. On n'avait pas ça parce que j'ai eu la chance de participer à plusieurs comités. Et cette disposition a été prise récemment. Je trouve que c'est une excellente chose. On en tient compte. Pour avoir eu des projets à évaluer, on tient forcément compte de l'effet mémoire. Alors, il est clair que les déposants ne demandent pas toujours sur des projets qui ont été déposés les années précédentes. On essaye d'en tenir compte et on en tient compte, mais ça a été très, très bien dit tout à l'heure. En fait, c'est aussi une compétition par rapport aux projets qui ne sont pas retenus après avoir été éligibles au titre de la phase 2 et qui repassent l'année suivante et qui ne passent pas la phase 1. En fait, on est dans un phénomène dans un dispositif de compétition. On va retenir les projets qui sont excellents. On peut avoir de très bons projets, mais qui ne sont pas excellents. Donc en fait, c'est une tâche assez difficile, mais dans le comité, on en discute et on va retenir, comme il s'agit d'une compétition, ceux qui sont les meilleurs pour pouvoir arriver effectivement à un développement. Après, il y a un point qui n'a pas été évoqué, qui a été mis en place aussi récemment, c'est ce qu'on appelle le droit de réponse. Vous ne l'avez pas évoqué. Le droit de réponse, c'est à partir du moment où il va y avoir une évaluation au cours de la phase 2,
il y a les déposants qui peuvent avoir accès aux évaluations des experts et qui peuvent avoir un droit de réponse parce que, soyons clairs, on n'est pas non plus à la source, enfin à l'abri d'une erreur d'évaluation. Quand je dis d'évaluation, non pas au sens strict du terme, mais il y a peut-être des choses très, très spécifiques qu'on ne peut pas voir au titre bah, de la spécificité du projet et ce droit de réponse me paraît aussi important, heu, y compris par rapport à l'effet mémoire. Alors, il est clair que, par rapport à ta question Constantin, heu, la pertinence du projet par rapport aux critères d'éligibilité, le caractère innovant comme ça a été dit, les aspects financiers c'est secondaire, mais le point important c'est, la pertinence, le montage sur les effets mémoire, on va forcément tenir compte, comme ça a été dit, on ne fait pas de recommandations, mais on va identifier les faiblesses et généralement, moi je l'ai vu dans certains comités, les déposants, heu en tiennent compte et généralement ça aboutit à un succès dans la mesure du possible où il n'y a pas d'autres projets en compétition par rapport à ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ces questions. Merci Sylvain. Un des points aussi qu'on peut ajouter, c'est que le premier critère, avec l'expérience de ce comité, c'est l'innovation du projet. Si le projet n'est pas innovant et que ça a déjà été fait, c'est pas très bien perçu. Voilà, il y avait des questions dans le chat. Alors, je dis à mes collègues à distance, si jamais ils en voient d'autres, parce que moi je n'en vois que 2 pour l'instant. Comment trouver une entreprise collaborative fiable et acceptée par l'ANR en France? Il y a Marie qui a mis que vous pouvez aller voir vers CNRS Innovation. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que sur notre page de règlement financier, si vous allez tout en bas de la page, vous avez des fiches pratiques et la fiche numéro 1, c'est modalité de participation des entreprises au projet. Et vous avez un outil de simulation de l'état de santé financière de l'entreprise. Ça, c'est un premier pas que vous pouvez faire pour voir si votre entreprise sera recevable ou non par l'ANR. Et si votre projet est de toute façon recommandé pour financement, avant le conventionnement, il y a une nouvelle analyse de la santé financière de l'entreprise, de votre consortium. Et la deuxième question, c'était sur la part entre recherche fondamentale, développement expérimental et recherche industrielle. Alors là, à ce moment précis, on ne va pas pouvoir vous répondre, mais on n'hésitera pas à vous répondre juste après le webinaire. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Marie, il voulait aussi intervenir et compléter sur les droits de réponse. Marie? Oui, merci. Je voulais tout à fait abonder dans le sens de ce qu'a dit Monsieur Durécu sur le droit de réponse. En fait, ça permet un dialogue directement entre les coordinateurs et le comité d'évaluation et ça permet parfois d'écarter une revue extérieure qui peut être biaisée, qui peut être pas très fair-play pour des raisons qui n'auraient pas été détectées par le comité d'évaluation. Alors attention, le comité d'évaluation n'est pas toujours dupe. On est à même de détecter les revues extérieures qui sont trop emphatiques ou au contraire qui sont très très critiques, trop critiques, sans argumentaire fondé. Mais c'est vrai que ça peut aider. Moi, j'ai eu le cas déjà d'un coordinateur qui mentionne que la revue extérieure n'est pas fondée, n'est pas fair-play, et ça a permis au comité d'évaluation d'écarter une revue extérieure, de ne pas en tenir compte. Donc, c'est l'occasion pour les coordinateurs de parler directement au comité d'évaluation. Ces documents ne sont pas envoyés aux reviewers externes, et donc ça permet d'apporter des précisions ou des choses qui auraient été mal comprises. Hein. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise lecture d'un projet ou d'un détail qui a échappé. Donc je pense que il faut s'emparer de cet outil, c'est nouveau. Et c'est une occasion de se défendre un peu. Mais justement, le comité n'est pas là pour prononcer des accusations, donc ça peut être fait sur un ton bienveillant, c'est un dialogue entre collègues, et donc c'est pas nécessaire toujours d'être sur la défensive, au contraire, hein, on peut apporter des précisions
calmement ou bien simplement remercier le travail des reviewers extérieurs et du comité d'évaluation si on pense que le projet a été correctement évalué. Voilà, ça peut être un peu informel, il n'y a pas de standard, mais c'est vrai que ça permet d'établir cette discussion directe. Donc, je pense que c'est positif. Je me permets juste un petit complément par rapport à ce droit de réponse, parce que ça, en effet, c'est un truc qu'on n'avait pas abordé, je trouve ça hyper intéressant de le faire. Par rapport aussi à d'anciens collègues de recherche qui m'avaient demandé, et qui m'avaient dit, mais quand on n'a pas de... Enfin, quand la review est bien, enfin que les reviews sont bien et qu'on n'a rien à dire, en fait, ils avaient quand même peur, même si on leur précise que c'est pas obligatoire, parce que ça reste à leur crédit, en fait, à leur discrétion de le faire, qu'ils soient rassurés ou qu'elles soient rassurées, il n'y a pas de souci. C'est pas pris mal, justement. C'est vraiment en haute discrétion. Donc, si jamais vous n'avez pas de droit de réponse à apporter, il n'y a pas de souci. Nous, en tout cas, en tant que CPS, on va toujours faire en sorte quand même que le comité, déjà le comité le fait de lui-même, les membres le font d'eux-mêmes, mais généralement, il n'y a pas trop besoin de préciser, mais s'il y a besoin, on précise que ça reste comment on dit, pas obligatoire. Et que c'est pas un défaut. Voilà, c'est pas un défaut. C'est pas pris comme un point négatif. Loin de là. S'il y a marqué dans toutes les expertises, bon, c'est excellent, rien à dire. En effet, il y en a qui remercient. En effet, c'est toujours appréciable. Merci d'avoir pris le temps de nous dire que c'était excellent. Mais c'est pas un défaut, quoi. Donc voilà, c'était juste pour rassurer, quoi, si jamais il y a besoin. Et si on revient sur les sujets du projet de collaboration avec l'entreprise, Sylvain, est-ce que tu peux briefer en quelque sorte les attentes spécifiques du comité pour évaluer un projet PRCE? Les attentes spécifiques, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. En fait, nous, on est particulièrement sensible, enfin, en tant que membre du comité, je l'ai précisé, d'avoir une parfaite précision sur l'identification des verrous technologiques qui nous paraissent importants, parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre un développement de l'outil en question, de l'aboutissement de la recherche en question. On va forcément prendre en compte aussi la participation. Quand je dis la participation effective et les personnes qui vont être mises à de ce projet, on va forcément, ça a été dit par Madame Mirouz, on va forcément regarder de près la compétence des personnes qui vont être mises à disposition et qui vont être affectées à ce projet. Donc, on va avoir une lecture attentive des CV. Ça nous paraît important. Le point important aussi, c'est, je l'ai évoqué, c'est notamment la participation et l'évocation de la partie propriété, exploitation des résultats. Ça, on va être très sensible là-dessus. Et puis, on va essayer de mesurer au travers de l'entreprise. Alors ça, c'est une vision que les comités peuvent avoir. Est-ce que l'entreprise a les moyens, les outils pour pouvoir effectivement aboutir à la commercialisation, au développement de l'outil en question. Donc en fait, il y a tous ces facteurs qui vont être bien précisés dans la rédaction, qui le sont généralement. On a un volet que nous, on va regarder plus précisément sur cette partie-là dans les PRCE, c'est la retombée économique et la retombée au niveau commercial. Donc ça, c'est des points sur lesquels on va être très focalisé pour pouvoir juger de la pertinence du projet en dehors des critères, comme l'a dit Mélanie, le caractère innovant est un critère qui est très important, qui l'est en premier lieu pour l'entreprise, qui l'est dans le cadre du projet collaboratif, mais en fait, le comité va être très sensible et va mesurer la partie retombée et surtout la pertinence. Et c'est là que parfois c'est difficile de juger, ça a été bien dit, la pertinence technique par rapport à un développement. Donc certes, le comité va aussi prendre des risques, c'est aussi l'objectif. Quand je dis des risques, c'est on va donner la chance aussi à des projets qui sont très innovants. Et ça, c'est important qu'on ait un focus sur cette partie retombée qui pour moi me paraît importante pour pouvoir bien évaluer le projet.
Merci. Merci, Sylvain. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Alors, pendant qu'on regarde un peu si on n'a pas manqué quelque chose dans le fil de discussion, là, on a vu beaucoup l'avantage ou les contraintes ou les conseils pour du côté de l'entreprise. Sylvain, est-ce que vous pourriez aussi nous dire peut-être un peu plus du côté de l'académique aussi, parce que c'est vrai que c'est un effort, hein, aussi bien du côté de l'entreprise au sens large que du côté académique, peut-être d'aller dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a des aspects du côté de l'académique où, soit en termes de conseils, soit en termes de gains, on voit dans ce type-là de projet? Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs gains pour la partie académique. En dehors, je ne vais pas revenir là-dessus, sur le partage du savoir, le transfert de compétences qui est de part et d'autre, hein. Moi, j'ai insisté sur la partie compétences par rapport à une entreprise, parce que nous, l'entreprise va mesurer tout de suite la valeur ajoutée, le payback. Je pense que les remarques que j'ai faites sur le transfert de l'innovation, le savoir-faire des opérateurs, le partage des méthodes, la complémentarité des compétences, elle est de part et d'autre. Elle n'est pas uniquement du transfert de l'académique vers le secteur privé. Je pense qu'aussi le milieu académique va se nourrir du retour d'expérience du partenaire privé, qui va apporter sa vision à la fois stratégique, etc., et qui va certes plutôt insister sur la recherche finalisée, mais ceci dit, il est loin d'être exclu dans les programmes PRCE, notamment de faire quelques aspects sur la partie connaissances fondamentales. Et il est clair que le partenaire académique va apprendre aussi au quotidien, au travers de cette collaboration, des compétences qui vont être transférées, de la vision de l'entreprise. Et je dirais les retombées pour l'académique aussi, c'est, j'ai insisté tout à l'heure sur la partie communication. Le fait d'avoir travaillé avec certaines entreprises va permettre aussi à un académique de pouvoir monter d'autres projets avec d'autres partenaires. Ça, on ne l'exclut pas, et notamment dans les accords, ça c'est bien précisé. On ne va pas interdire une société concurrente d'aller travailler avec un membre académique à partir du moment où il apporte une vision importante sur cet aspect-là. Donc l'académique va, pour moi, bénéficier du savoir-faire, de retour du savoir-faire du monde privé, va insister sur la partie communication, et ça, c'est surtout l'aspect important pour le milieu académique. Et puis, il y a un point sur lequel aussi je veux insister, c'est que, en fait, dans le milieu académique, il n'y a pas que la partie recherche, il y a la partie formation. La partie formation, pour nous, entreprises, mais pour le milieu académique, elle est aussi très importante. Et nous, on a eu la chance, et je le dis à titre personnel, en ayant ce type de projet, de pouvoir recruter des personnes du milieu académique qui sont passées du secteur public vers le secteur privé. L'inverse peut se faire aussi, je pense. Mais voilà, il y a ce rôle de formation, d'information, et à travers de ce type de projet, je crois qu'il y a un gain, je dirais, évident aussi pour le milieu académique au travers de cette formation, sans oublier, bien entendu, la partie financière, parce qu'on a dit qu'on partageait, on mutualisait les coûts et les ressources. Ça va permettre aussi à l'académique de faire de nouvelles acquisitions de matériel. Ça n'a pas été dit dans la partie financière. Il y a certes les charges associées, mais aussi on peut avoir des investissements qui vont permettre au milieu académique d'acquérir de nouveaux matériels, de développer de nouvelles compétences, et aussi d'accroître leurs connaissances, hein. C'est l'objet de toute collaboration, hein. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous. Je redis pour les personnes qui sont venues ce matin, on a là, bien évidemment, Sylvain Doreco est du secteur privé, donc il regarde certainement un peu plus de ce côté-là.
mais une grande partie de ce qu'il a mentionné comme avantage, on le retrouve aussi pour d'autres types d'entreprises, entre guillemets, que sont les ONG. On peut penser à des ONG de conservation ou à des collectivités locales. C'est-à-dire que le passage vers l'applicabilité de résultats de recherche dans une collectivité locale ou des méthodologies qui pourraient être appliquées pour de la conservation, par exemple, ou du développement d'autres choses. Eh bien, effectivement, quand le projet, les deux partenaires sont déjà en collaboration, elle se fait automatiquement de façon plus rapide. Et il peut y avoir aussi des suivis après qui peuvent donner l'émergence de nouveaux projets. On peut imaginer s'il y a quelque chose qui est, je sais pas, une méthodologie, un outil, une directive qui est appliquée, on aura aussi la possibilité peut-être de travailler sur le retour et voir comment c'est impliqué, l'impact que ça a, etc. On peut, voilà, juste pour redire qu'effectivement, dans le comité où on a le plus de dépôts à l'heure actuelle, c'est un comité où effectivement il y a une applicabilité et un développement industriel ou privé très important. Mais dans d'autres domaines, si je pense aux sciences de la durabilité, si je pense au comité Terre Vivante ou même des outils pour l'exploration dans des écosystèmes extrêmes, que ce soit l'Arctique, l'Antarctique, là aussi, il peut y avoir, c'est pour ça qu'on a fait ce focus ce matin, il pourrait y avoir des développements de projets avec des collaborations, avec toujours des entreprises au sens large qui pourraient avoir toutes leurs parts s'ils étaient déposés à l'appel à projet générique grâce à cet instrument. Est-ce qu'il y a encore une question dans le fil de discussion? Non, je ne vois pas. Alors écoutez, il est 11h47, si je vois bien, donc on avait dit qu'on serait présent jusqu'à 12h. Donc si vous avez encore des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Hein. Et puis je vous rappelle que souvent les questions arrivent quand on développe son projet. Parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a plusieurs critères, donc on développe les idées petit à petit. Donc n'hésitez vraiment pas à nous ressolliciter à quelques moments du développement de vos projets, à quelques moments d'interrogation si ce sont des appels hors AAPG. Et voilà, et on sera à votre disposition pour y répondre. Donc, les uns ou les autres, suivant nos domaines de compétences. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas une boîte noire, on est au contraire très heureux de pouvoir échanger avec vous, quelles que soient vos interrogations, qu'elles soient scientifiques, techniques ou d'éclaircissement. Et aussi, si vous trouverez intéressant ce webinaire, il sera en ligne. N'hésitez pas à diffuser parmi vos collègues, dans vos réseaux, parmi ceux qui peut-être préparent les projets ou qui envisagent de déposer les projets bientôt. J'attire votre attention sur les portails nationaux communs des appels au projet où vous pouvez créer une alerte sur votre thématique pour avoir les informations par rapport au futur appel au projet. Et encore une fois, un grand merci à Marie et à Sylvain pour venir à ce webinaire et donner son avis, son expérience de quelques années dans les comités d'évaluation. Un grand merci
des nouveaux. Merci à vous. Une dernière recommandation peut-être, ce serait vraiment qu'on vous encourage chaudement à consulter la page AAPG 2025 sur le site de l'agence, où vous trouverez une documentation très fournie, notamment en termes de modalités de dépôt. Vous avez le guide AAPG 2025 qui est très utile, qui vous présente toutes les modalités de dépôt, de sélection et de financement des projets. Vous aurez également à disposition très prochainement en ligne la FAQ dédiée à l'étape 1 pour cette édition. Donc, n'hésitez pas à consulter toute cette documentation qui est vraiment très utile dans le montage de vos projets. Et puis, comme ça a été rappelé à de nombreuses reprises, nous restons à votre disposition pour toutes vos questions à venir. Et pour finir, un grand merci pour votre présence ce matin et un grand merci par avance pour les projets que nous découvrirons d'ici quelques temps.